le podcast. 10 mars 2025, à moins de 24 heures de l'heure limite de transaction dans la Ligue nationale de hockey. Anthony Desaulniers, Martin Thériault, une autre édition spéciale Radar qu'on a fait tout au long de la semaine pour revenir sur les différentes transactions dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a eu beaucoup, Marty, aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à la maison. On va avoir une belle soirée en perspective. Marty, on va commencer ironiquement avec une rumeur. Selon ce qui circule présentement sur la toile, Mikko Rantanen serait de retour sur le marché des transactions. Es-tu surpris de cela, Marty, que les Hurricanes de la Caroline considèrent rééchanger Rantanen? Ouais, je pense que je suis quand même surpris. En fait, si tu regardes un peu le plan, un petit peu, tu sais, on vend souvent les qualités d'Eric Toski, comme quoi c'était lui qui était un peu le maître d'œuvre derrière les transactions de Don Weddell avant qu'il quitte pour les Blue Jackets de Columbus. On l'a souvent vanté par le fait que c'est un spécialiste de statistiques avancées. C'est quelqu'un qui est un peu avant-gardiste, qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Ben là, je regrette, mais je pense que si à un moment donné... Je comprends qu'on voulait tenter un pari. Je comprends qu'on voulait se dire, ben écoute, c'est un ami de Sébastien Aho. On peut peut-être s'entendre avec lui sur une prolongation de contrat, de s'entendre avec lui pour un 7 ou un 8 ans. Mais là, à un moment donné, d'échanger Martin Necas et Jack Drury notamment, d'échanger de très gros morceaux. J'ai souvent vanté Martin Necas un peu partout. Donc là, d'échanger un morceau comme ça pour un joueur pour lequel tu vas détenir les droits, que tu vas le détenir jusqu'à... pour peut-être un mois ou deux, puis là, tu l'as rééchangé, alors que les autres équipes, ben, ils vont t'attendre un petit peu. Puis là, c'est peut-être là qu'Eric Toski, on doit souhaiter qu'il soit en mesure d'augmenter les offres, de faire monter les enchères. On entend qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient intéressées à ses services. Mais à un moment donné, quand tu regardes le plan à long terme, quand tu te dis, écoute, qu'est-ce qui peut aider notre équipe à gagner, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on a pu faire. Tu sais, d'échanger Martin Necas, qui restait quand même une année de contrat, pour finalement un joueur autonome de location, mais là, finalement, n'est pas capable de s'entendre. Tu sais, à un moment donné, au niveau de l'expérience, je pense que c'est un peu ça qu'Eric Toski va peut-être apprendre, c'est qu'à un moment donné, amasse des informations, va parler à des agents, parle au clan Rantanen, parle à l'Avalanche, prends des informations pour savoir est-ce qu'il peut vraiment demeurer avec les Hurricanes, et sinon, ne le fait pas. Tu sais, il y avait des rumeurs pour JT Miller, fait cette transaction-là plutôt que d'y aller avec un Rantanen, donc j'ai des difficultés à voir qu'est-ce qu'on a fait un peu dans ce dossier-là. Oui, je te rejoins à 100%, Marty. C'est comme si Eric Toski n'avait pas pris le temps de faire les choses au complet avant de procéder à la transaction. Ils ont entendu toutes sortes d'échos, comme quoi Mikko Rantanen avait été pris de court, comme quoi on ne l'avait pas informé, et de la façon que ça se passe depuis que la transaction a eu lieu, ne semble pas confortable en Caroline, ne semble pas ouvert à une prolongation de contrat. Et même encore une fois, aujourd'hui, on s'assort dans les médias, Rantanen serait intéressé à faire un sign and trade, c'est-à-dire à signer une prolongation de contrat avant d'être échangé pour faciliter une transaction. Donc, lâchez-moi l'argument qu'il faut qu'il prenne le temps de s'adapter en Caroline, puis il faut s'assurer qu'il est peut-être juste pas confortable dans cet environnement-là. Il veut peut-être jouer tout simplement ailleurs. J'ai hâte de voir comment on va réussir à faire ça parce que ça change tout. Si on lui fait signer une prolongation de contrat avant demain qu'on l'échange, on va pouvoir l'échanger pour un plus gros retour que si on l'échange tout simplement en tant que joueur de location, là. Ben, je pense qu'à un moment donné, si tu es dans le camp d'Eric Toski, tu regardes cette situation-là, il t'a pratiquement pas le choix. Parce que tu peux pas donner, par exemple, Mikko Rantanen contre, je dis n'importe quoi, mais un choix de premier tour, il y a un espoir A ou B, si tu veux, là, mais tu sais, pas un espoir de premier plan. Tu sais, à un moment donné, ce serait un aveu d'échec total, ce serait de montrer à quel point les Hurricanes ont accompli une erreur. Puis, tu sais, c'est important des munitions comme ça, des bons ailiers top 6 potentiellement de premier trio pour aider ton équipe à se demeurer parmi les puissances. Tu sais, il y a Andrei Svechnikov qui est là également, tu as Jarvis, tu sais, les Hurricanes sont l'une des bonnes formations depuis plusieurs années. Ce genre de transaction-là, quand ça tourne du mauvais côté, ça peut carrément menacer ta fenêtre d'opportunité. Ça peut carrément te forcer à peut-être faire un changement à 360 degrés. Je ne leur souhaite pas d'échanger un Andrei Svechnikov ou un AO, mais à un moment donné, si tu accomplis des erreurs comme ça, c'est ça qui peut faire mal. Parce qu'à un moment donné, si tu parles des meilleures formations, tu vas être en mesure d'être nez à nez avec les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto, l'Avalanche du Colorado, ces équipes-là, ben à un moment donné, un Rantanen va t'aider ou quelqu'un d'équivalent. Et là, si tu n'es pas capable d'obtenir plus, que tu es obligé de descendre le prix, et je le répète,
un mois ou deux plus tard. C'est même pas comme si tu as eu un an ou deux pour voir sa valeur. C'est franchement désolant du côté des Hurricanes, je dirais. Ouais, et ça pourrait vraiment faire dérailler le plan qui est en marche pour espérer de mettre la main sur une Coupe Stanley. C'est dommage, honnêtement. Je trouvais que c'était une excellente transaction où ils avaient réussi à mettre la main sur un gros morceau, mais malheureusement, tout ça semble tourner au vinaigre pour les Hurricanes. Je le prends le temps de préciser, Marty, c'est impossible pour Mikko Rantanen d'être rééchangé à l'Avalanche du Colorado cette saison, tout simplement parce qu'il y a une retenue de salaire par les Blackhawks de Chicago dans cet échange-là. La raison pour laquelle c'est impossible, je vous donne un exemple. Admettons que je prends un gars comme Darnell Nurse, qui n'a pas un super contrat, et les Oilers qui sont quand même à la gorge. On pourrait échanger un gars comme Darnell Nurse du côté du Kraken de Seattle. On demande à Seattle de retenir 50% du salaire et il nous le renvoie par la suite. C'est pour éviter ce genre de manœuvre-là qu'on ne permet pas dans la Ligue nationale de hockey de renvoyer un joueur à son origine lorsqu'il y a une retenue de salaire. Donc, vous pouvez oublier le scénario un peu Hollywood où est-ce que Mikko Rantanen est rééchangé à nouveau avec McKinnon et Makar. Cela dit, rien n'est impossible qu'il signe là au 1er juillet. Ça, c'est une réelle possibilité si jamais Rantanen décide de ne pas s'entendre avec une nouvelle formation et qu'il devient joueur autonome. Mais ça, il pourra le faire. Marty, on a une transaction de dernière minute. Ça vient tout juste de tomber. On n'a pas encore le retour. Mais selon David Pagnotta, et ça a été aussi repoussé par Elliott Friedman, Jake Walman, il manque un L à Walman, Jake Walman a été échangé aux Oilers d'Edmonton. Je trouve que c'est un défenseur qui va bien cadrer avec les Oilers, Marty. Ouais, vraiment. En fait, je me pose simplement un petit peu la question. Jake Walman, de mémoire, c'est un gaucher. Je vais aller voir un peu mes statistiques. Alors, c'est peut-être à droite qu'on a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un pour remplacer potentiellement un John Klingberg et un Ty Emberson. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même quelqu'un de défensif que je pense que c'est bien à ajouter avec des Evan Bouchard, avec des Darnell Nurse, des gars comme ça. Je pense que c'est une belle option. Moi, j'ai toujours trouvé que Jake Walman était un défenseur très sous-estimé. Tu sais, à l'époque des Red Wings de Détroit, c'était le défenseur à côté de Moritz Seider. C'était lui qui faisait le travail vraiment défensif, à défaut d'amener des points et de l'attaque. Il y avait vraiment le travail d'être dans sa zone, de s'assurer de bloquer des tirs, d'être très fiable défensivement. Donc, j'aime cette transaction-là. En même temps, ça démontre encore une fois le prix des joueurs et spécialement des défenseurs sur le marché en ce moment. Tu sais, Jake Walman est très bon, mais là, c'est ça, tu es capable d'aller, on verra bien, mais les rumeurs parlent d'un choix de premier tour. Si tu es capable d'accomplir ça, premièrement, encore une fois, Mike Grier qui accomplit un excellent boulot est capable de justement aller chercher de gros actifs. Puis ça démontre que, tu sais, s'il y a d'autres très bons joueurs qui ont été échangés avec une certaine bonne valeur, on va en parler plus tard dans cet épisode, ben là, de voir si tu es capable d'échanger un Jake Walman, ben, je pense que c'était assez évident qu'on puisse obtenir au minimum un choix de premier tour. On verra le retour total, là, mais ouais, c'est déjà très intéressant. Puis honnêtement, là, c'est un défenseur qui est très sous-estimé. Moi, je l'aimais beaucoup à Détroit, Walman. Je le trouvais vraiment efficace. Et lorsque les Red Wings s'en sont littéralement débarrassés et qu'ils l'ont offert aux Sharks de San Jose en compagnie d'un choix de deuxième tour contre des considérations futures, je trouvais que c'était extraordinaire comme manœuvre de la part de Mike Grier. Et là, tu vois, quelques mois à peine plus tard, on le rééchange et on va chercher un choix de premier tour. Quand tu parles de bonne gestion d'actifs, ça me rappelle un peu la situation de Sean Monahan avec le Canadien. Obtient un premier choix pour Monahan et obtient un premier choix pour le ressortir. C'est un peu ça qu'on fait avec Jake Walman. Honnêtement, les Sharks, Marty, puis on y reviendra un peu plus tard dans le podcast, là, sont assez actifs et ils sont en train de bâtir une belle formation qui joue du bon hockey. Moi, j'ai confiance dans la reconstruction de San Jose. Je pense que à moyen terme, là, ce sera une équipe dangereuse et à surveiller dans la Ligue nationale. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les Sharks de San Jose, en fait, je pense qu'ils font les choses de la bonne façon. Tu sais, on est en mesure, puis bon, il y a un peu de chance là-dedans, mais on est allé chercher le premier choix au total. On repêche Macklin Celebrini. Tu regardes tout le repêchage 2024 avec notamment Sam Dickinson, qui est un excellent défenseur du côté des Knights de London, a joué avec l'équipe Canada Junior. Donc là, tu commences à ajouter des morceaux comme ça. Tu es en mesure d'ajouter quelques joueurs via transaction. Tu as également des joueurs comme William Eklund qui a été repêché en 2021, qui s'intègre à l'équipe. Et là, ben, petit à petit, je pense que c'est en défense qu'il commence à manquer des morceaux, mais ça tombe bien parce que Grier, justement, n'a pas peur d'accumuler les choix de premier tour, d'accumuler les choix au total. Donc là, ça fait en sorte
premièrement, oui, tu as des espoirs de haut niveau avec des choix de premier tour, mais on amasse des choix également dans les tours subséquents. Et là, ça peut permettre parfois, je ne dis pas d'avoir un grand vol, mais tu peux tenter des paris un petit peu plus, tu peux lancer un peu plus de dollars et tu ne sais jamais, peut-être qu'un choix de 4 ou de 5e tour, à un moment donné, peut s'amener avec les Sharks, peut aider l'équipe, puis je veux dire, la reconstruction est loin d'être terminée également. Ça ne fait que commencer, ça ne fait que se poursuivre. Donc, vraiment, je trouve que Mike Grier, là, à un moment donné, on doutait un peu de son plan, notamment avec la transaction de Timo Meier. Et c'est pour te dire à quel point tu es capable de changer la dynamique de ton équipe rapidement, surtout quand tu es en reconstruction. Oui, et le fait de sortir Eric Carlson de San Jose, disons que ça l'a aidé aussi. On va vous revenir lorsque le retour pour Jake Walman va être connu. Ça devrait tomber d'ici une minute à l'autre. Les insiders sont en train de travailler là-dessus. Ce n'est pas le seul défenseur qui a bougé, Marty, plus tôt dans la journée. Brian Dumoulin échangé au New Jersey contre un choix de 2e et Herman Traff. Commençons par Dumoulin. On va chercher un ancien récipiendaire de la Coupe Stanley, le gagné à 2 reprises avec les Pingouins en 2016 et en 2017. Mais il ne rajeunit pas quand même. À 33 ans, est-ce qu'il a encore du bon hockey dans le corps, Marty? Je pense qu'il est encore capable, mais tu sais, évidemment, c'est pas le défenseur gaucher qui a gagné des coupes avec les Penguins de Pittsburgh à gauche de Christopher Letang. La paire défensive qui était extraordinaire, qui était à peu près la meilleure combinaison défenseur-défensif, défenseur-offensif que tu pouvais avoir. C'est sûr qu'il n'est plus là, mais en même temps, je pense qu'il est encore capable de remplir de bons services. C'est quand même quelqu'un qui peut bloquer des lancers. C'est quelqu'un qui peut bien couvrir, à défaut d'avoir perdu peut-être légèrement de vitesse. Puis je pense que ce qu'il faut comprendre du côté des Devils du New Jersey, il y a beaucoup de blessés. Doug Hamilton est blessé. Pas besoin de rappeler Jack Hughes à l'attaque. Mais il y a également Jonas Siegenthaler, dont on parle moins. Lui, on s'attend à ne pas le revoir au minimum jusqu'à la mi-mars. Il est sur la liste des blessés à long terme. C'est un gaucher. Tu sais, Brian Dumoulin, on pourrait dire qu'il va aller remplacer Hamilton à droite, mais c'est un gaucher. Donc moi, j'ai l'impression que c'est vraiment de la profondeur. C'est davantage de l'amener au sein de la 3e paire. Puis là, par la suite, tu peux jongler avec ta formation. C'est Brandon Dillon est sur la 2e paire. Si à un moment donné, ça se passe moins bien, tu peux très bien faire grimper Dumoulin dans la hiérarchie. Donc, je pense que c'est vraiment un geste de profondeur. Je te dirais que simplement que ça me surprend un petit peu, par contre, qu'on y ait allé avec ce geste-là en premier, alors que je regarde les Devils, je pense surtout à l'attaque, à l'aile. Il y a quand même pas mal de trous. Et là, la place sur le plafond salarial, si on ajoute Brian Dumoulin, on a ajouté d'autres morceaux également. Il y a pas mal moins de place du côté des Devils. Puis, il peut y avoir des joueurs qui vont sortir, mais ça commence à être moins évident un petit peu. On a 343 000 seulement en deçà du plafond. Donc, à un moment donné, c'est un peu spécial. Oui, Marty, je sais qu'on n'est pas dans notre autre podcast, le podcast La Relève, lorsqu'on s'attarde aux jeunes espoirs, mais quand même, est-ce que tu peux nous glisser un mini-mot sur qui est Herman Traff, qui est ce joueur qui a été repêché il n'y a pas si longtemps là, par les Devils? Ouais, Herman Traff, c'est quelqu'un qui a joué au championnat mondial de hockey junior avec la Suède. Il a été repêché au 3e tour par les Devils en 2024. Et essentiellement, Herman Traff, c'est un gros bonhomme qui est physique. C'est quelqu'un qui frappe beaucoup. Moi, je l'ai toujours bien aimé pour cette raison-là. Je l'avais dans les alentours de mon 3e tour, justement pour ma liste du repêchage 2024. Pas des mauvaises mains non plus, donc je pense qu'il est capable de s'installer au fond de territoire, mais tu sais, c'est pas mal ça. C'est pas mal plus un joueur qu'on pourrait voir peut-être au sein d'un 3e ou un 4e trio. Il n'y a pas énormément de créativité. Pas de créativité, mais de sens du jeu. C'est pas quelqu'un qui prend des grandes décisions. C'est pas quelqu'un qui a une extraordinaire vision de jeu. Il n'a pas un mauvais tir, mais tu sais, c'est quelqu'un qui prend des décisions un peu simples. Donc, tu sais, j'ai de la difficulté à le voir au sein d'un top 6. Mais comme gars de profondeur pour les Ducks, je pense que ça peut être un bon coup. Là. Excellent, Marty. Brian Dumoulin, jamais j'aurais pensé qu'il serait transigé pour un choix de 2e tour et un espoir qui a été repêché au 3e tour lors du dernier encamp. Est-ce que ça remet en question toute la gestion de David Savard avec le Canadien de Montréal? Parce que si c'est ça le prix à payer pour un gars comme Dumoulin, Savard ne doit pas être si loin que ça, Marty. T'sais, de l'extérieur, je me disais, Savard, peut-être que si on est chanceux, un 3e. Mais là, c'est un 2e plus un espoir 3e. Est-ce que Kent Hughes, ce soir, doit se dire, je dois revisionner mes plans, là? Je pense qu'il est clairement obligé de... C'est pas facile. Je vais être honnête avec toi, là. Et si je suis Kent Hughes, je m'arrache le peu de cheveux que sur la tête, là. C'est difficile. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, oui, tu pourrais avoir un très gros prix. On parlait des Jets de Winnipeg qui seraient intéressés hier. Puis tu sais, je te parlais déjà hier, je me disais, moi, je pense que le prix qu'il peut valoir, c'est justement un 2
voire un choix de premier tour. Donc là, tu parles d'un choix de deuxième tour et un espoir B ou C, si tu veux. On est à peu près là-dedans. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. Mais là, de l'autre côté, je reviens encore au message que tu m'as envoyé au vestiaire. Le fait que tu te bats dans une course aux séries, que tu vas aller gagner le plus de matchs possible, que tu vas être en mesure là, de surprendre tout le monde. Mais David Savard demeure super important. Ça demeure probablement le vétéran le plus important pour aider les jeunes, pour aider un Lane Hudson, pour aider un Kaden Gooley, ces gars-là. Donc, honnêtement, moi, je suis Kent Hughes. Je ne sais pas ce que je fais. En fait, je pense que je garde simplement la philosophie qu'il garde depuis quelques jours, c'est-à-dire, ben écoutez, vous devez me convaincre de l'échanger. Donnez-moi quelque chose qui vaut vraiment la peine. Est-ce qu'une équipe pourrait donner un choix de premier tour? Je trouve que ce serait beaucoup, mais si ça arrive, ben fais-le sans problème. Puis à la limite, prends un choix de 3 ou 4e tour et va te chercher un autre vétéran qui pourra peut-être colmater les brèches. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est ça. C'est pas évident parce que là, Kent Hughes, normalement, tu aurais dû vendre un peu, mais son équipe le surprend beaucoup. On va super bien depuis la pause de la confrontation des 4 nations. Donc, c'est un beau problème d'une façon ou d'une autre, on va le dire. Oui, mais c'est parce que c'est ça le problème. C'est que d'un côté, tu le sais que tu es dans une position où est-ce que tu es en apprentissage, tu es en fin de reconstruction, tu es encore dans cette phase-là et c'est important d'accumuler des actifs. De l'autre, tu as l'expérience. Une course aux séries, c'est important. D'avoir les jeunes qui jouent des matchs significatifs, c'est important. Comment est-ce que tu composes avec ça? C'est sûr que la situation idéale, ce serait peut-être d'échanger un Savard ou d'échanger un mieux à gros prix et de l'autre côté, faire une transaction avec un choix un peu moins important pour venir colmater la brèche. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Kent Hughes va faire à travers ça. Et parallèlement à tout ça, Marty, le Canadien m'a surpris. On est présentement dans l'Ouest. Ils vont affronter les Oilers d'Edmonton dans à peu près 1h30. On a seulement que 6 défenseurs avec nous. Si tu échanges un David Savard, évidemment, ça ne se fera pas avant le match. Ça, c'est une évidence. Mais si tu échanges David Savard, ça va prendre quelqu'un dans l'avion immédiatement, aller rejoindre l'équipe. J'ai trouvé un peu la gestion de tout ça. Clairement, ce n'était pas l'objectif de procéder à des transactions. Là. Ben, je pense que ça explique bien un point. Moi, selon moi, c'était les Canadiens de Montréal, c'était peut-être pas le plan nécessairement à la base de se dire, ben, écoute, on va échanger un de nos vétérans, on va échanger quelqu'un de notre équipe. Là, c'est un peu bizarre parce que là, Kent Hughes est demeuré à Brossard, demeuré avec l'état-major. Donc là, est-ce que quelque chose se trame? Est-ce qu'il se dit finalement, je dois être pas mal plus concentré? C'est quelque chose qui est quand même à surveiller. Tu sais, je te dirais, oui, tu parles qu'on a seulement mis 6 défenseurs et tout ça, mais est-ce qu'on pourrait, puis là, encore une fois, je dis un peu n'importe quoi, c'est l'hypothèse, mais est-ce qu'on pourrait viser une transaction avec une équipe qui n'est pas très loin? Donc, c'est-à-dire, par exemple, les Flames de Calgary ou les Canucks de Vancouver qui, en ce moment, sont un petit peu en mode vendeur, sont en train d'échanger sans même certains éléments. Est-ce que tu pourrais aller te chercher un défenseur à droite? Je ne suis pas en train de dire que ce serait la meilleure solution, mais tu as Victor Mancini du côté des Canucks de Vancouver en tant que gars de profondeur. Est-ce que tu voudrais aller chercher un gars comme ça? Donc, tu sais, ça, je pense que c'est à voir également, là, mais tout ça est vraiment, vraiment mystérieux, je te dis. Oui, mais ça va être intéressant à surveiller. On va être sur le bout de notre siège encore demain pour voir qu'est-ce que fera Kent Hughes dans ce dernier droit de la période des transactions. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100 $ canadiens. Inscrivez-vous sur ubet.io. Martin vient de parler de Brian Dumoulin avec les Devils du New Jersey. Il y a Frank Cervelli qui rapportait un peu plus tôt aujourd'hui. Les Devils seraient intéressés à Ryan O'Reilly. Je suis surpris quand même, honnêtement, là, de la direction que les Devils prennent. Jackie Houston, de Guy Hamilton blessé, tu nous as parlé de Jonas Siegenthaler. Ce n'est pas des ajouts qu'on fait. C'est du remplacement. Pourquoi gaspiller autant d'actifs alors que tes chances de faire un bon bout de chemin en série sont grandement affectées par la perte de ton meilleur joueur? Si tu vas chercher Ryan O'Reilly au Prédateur de Nashville, ça va coûter très cher. Et tu es surpris de voir que Tom Fitzgerald s'entête à vouloir aller de l'avant et à me rajouter des joueurs dans sa formation.
Moi, je suis surpris, mais pas dans le sens qu'on veut ajouter un joueur. Plus davantage dans le sens qu'on veut ajouter Ryan O'Reilly. Je le rappelle, là, Jack Hughes, il n'est pas blessé jusqu'à pour 5 ans. Il va revenir l'an prochain. L'an prochain, on va redevenir avec la bonne vieille profondeur au centre, avec Jack Hughes, Nico Hischier, avec Eric Harlow en termes de troisième joueur de centre. Et la situation, c'est que Ryan O'Reilly est sous contrat à 4,5 millions de dollars par année jusqu'en 2027. Tu as 2 ans de contrat après cette année. Et O'Reilly, c'est déjà pas quelqu'un qui est très rapide, a déjà ralenti pas mal avec les Predators de Nashville. Donc, tu sais, quand tu parles parfois de recrutement professionnel, de regarder un petit peu qu'est-ce que le joueur a fait, ça, c'est premièrement, est-ce qu'on fait vraiment nos devoirs là-dessus? Puis deuxièmement, c'est ça, j'ai pas de problème à ajouter un gars de location qui va devenir joueur autonome sans compensation. On va avoir de l'espace sous la masse salariale, sous le plafond salarial, et que là, à l'été, on pourra continuer à y aller de l'avant, y aller avec notre groupe de jeunes, et on sera encore très dominant. Mais c'est vraiment O'Reilly que j'ai plus de difficultés. Donc ça, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, t'as Dawson Mercer qui peut jouer au centre. Je te dis pas que c'est je te dis pas que c'est Jack Hughes, mais je pense que ça peut aider. Moi, je le répète, je pense que c'est davantage un ailier dont on a besoin du côté des Devils. C'est pas mal plus ça. Est-ce qu'on peut amener un Carl Palmieri? Bon, je te parlais de Riley Smith, là, ce sera pas le cas. Mais tu sais, des joueurs comme ça un peu plus, c'est plus ça que je pense que les Devils ont besoin et peut-être pas nécessairement... En fait, ils pourraient l'avoir pour cette année, mais c'est parce que c'est vraiment la durée du contrat qui rend ça un peu compliqué. Là, j'ai de la difficulté à voir Ryan O'Reilly, par exemple, au sein d'un troisième trio placé hors là sur un quatrième. Je trouve que c'est... Tu mets T'es très fort au centre, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est parce que c'est bien d'être bon d'autres positions aussi. Là. Ouais, tu as raison, Marty, pour celle-là. Hâte de voir si Ryan O'Reilly va changer d'adresse point. Tu sais, les Prédateurs de Nashville, tu l'as dit, il l'aime beaucoup. Tu encore sous contrat. Peut-être qu'on va vouloir revenir à la charge l'année prochaine. Ça va être un dossier qui va être intéressant à surveiller. Tu as aussi dit au passage que ce ne sera pas Riley Smith. La raison est fort simple. Riley Smith a changé d'adresse, Marty. Il retourne avec les Golden Knights de Vegas, là où il a gagné la Coupe par le passé en 2023. Lui qui a quand même joué 6 saisons avec les Golden Knights. En retour, Brendan Brisson, un ancien choix de premier tour des Golden Knights, ainsi qu'un choix de 3e tour. Pour Riley Smith, là, je te donne quelques statistiques en rafale. Là. Dans l'histoire des Golden Knights, il est 2e pour le plus de buts en désavantage numérique, 3e pour le plus grand nombre de buts, 3e au chapitre des plus ou moins, 4e dans les lancers, 5e dans les points. C'est un joueur qui a marqué quand même la concession, qui avait quitté il n'y a pas si longtemps, et là, va faire son grand retour. Ouais, puis je pense que ça a du sens. Si on parlait d'Yanni Gourde un peu hier avec le Lightning de Tampa Bay, ça entre dans la même catégorie. Lorsque tu as quelqu'un qui non seulement est un excellent attaquant que tu peux greffer au sein d'un deuxième ou d'un troisième trio, mais là, en plus, tu connais tout le monde. Il n'y a pas de problème avec Mark Stone, il n'y a pas de problème avec plusieurs vétérans, là, des Noah Neffin, des Shea Theodore, des gars comme ça. Donc, je pense que ça entre vraiment sous le sens d'avoir un gars comme ça. Puis les Golden Knights de Vegas, si tu regardes leur profondeur à l'aile, je parlais des Devils, eux également ont des problèmes. Tu sais, c'est pas normal que tu aies Tanner Pearson sur un premier trio. Je comprends qu'il va bien, Pearson, à Vegas, et c'est pas ce qui est le plus fort, on peut dire. Tu sais, as Brandon Saad qu'on vient de mettre sous contrat à un salaire quand même assez moindre. Je comprends que tu as Ivan Barbachev et tout ça, mais là, c'est là que je crois qu'un Riley Smith va t'aider au niveau de la profondeur, va te permettre d'être un peu plus confortable. Clairement, on a tenté des paris avec certains jeunes. Je pense à Victor Olofsson, je pense à Alexander Holt. Ça n'a pas fonctionné en attaque. Donc là, on ajoute Riley Smith et tu regardes le prix. Oui, c'est Brandon Brisson, un ancien choix de premier tour, et un troisième, mais tu sais, Brisson n'a pas une très grosse saison dans la Ligue américaine cette année. Sa valeur a peut-être baissé un peu. Puis, on vient de le dire, mais Riley Smith, c'est un bon vétéran qui a quand même connu du succès en série. Donc, pour un prix qui est quand même relativement raisonnable, je pense que ça vaut la peine. Ouais, hey Marty, hier, souviens-toi, je t'ai montré le graphique du Lightning à Tampa Bay, à quel point on ne repêche pas souvent en première ronde. On a quelque chose de similaire avec les Golden Knights. On repêche plus souvent, mais on les échange tous. Regardez ça, depuis 2017, depuis l'entrée dans la Ligue nationale de hockey des Golden Knights, Cody Glass, Nick Suzuki et Eric Brandstrom, on s'en souvient, les trois ont été échangés. En 2018, on a échangé le choix. En 2019, Peyton Krebs, on l'a échangé notamment dans la transaction Jack Eichel. Brendan Brisson vient d'être échangé. Zach Dean a été échangé. On a échangé le premier choix en 2022. David Edstrom a été échangé. Et finalement, en 2024, on a sélectionné au repêchage Trevor Connolly. Il est encore avec la formation, alors qu'on a échangé les choix de premier tour en 2025 ainsi qu'en 2026.
On brûle un peu la chandelle par les deux bouts du côté des Golden Knights, mais on est dans notre fenêtre et on a la chance de gagner la Coupe Stanley. On est dans notre fenêtre, ça c'est clair. Là. Mais tu sais, à un moment donné, il a changé des choix et changé des choix. Et je pense qu'on voit un peu le problème. Là, on retarde un peu le problème. Là, on est capable d'aller chercher des Riley Smith et tout ça. Mais on commence à trouver que ça s'essouffle, justement. Tu sais, justement, de tenter un pari avec Alexander Holtz, avec Victor Olofsson. Olofsson, c'est quand même quelqu'un qui était joueur autonome, a signé quelque part au mois de septembre. C'était peut-être pas la valeur la plus sûre. Là, à un moment donné, ça va te rattraper. Tu sais, l'an prochain, tu as des joueurs qui vont partir et qui vont être en mesure de se greffer au sein d'un top 6 et d'un top 9. J'aime bien Mathieu Catafort avec le Scénic de Rimouski, mais c'est lui demander pas mal Conley dans la Ligue américaine. Tu sais, à un moment donné, ça te prend quand même un influx de talent, ça te prend quand même certains jeunes. Moi, je maintiens quand même vraiment à dire que les Golden Knights, ce qui les aide au moins, c'est leur défense. Ils ont quand même une excellente défense, beaucoup de profondeur. Les 6 membres de la brigade défensive sont de très haut calibre. Ça, c'est vraiment ce qui les aide. Mais du niveau de l'attaque, c'est parce que ça commence à être inquiétant. On a vraiment misé sur le fait qu'on va être bon en partant et ça a fonctionné. On a gagné une Coupe Stanley, on a participé à la finale à la première saison également. Donc, tu ne peux pas les critiquer d'avoir pris cette décision-là. Mais j'ai le goût de penser que ça s'essouffle peut-être un petit peu parce que là, à un moment donné, tu dois être en mesure de faire rentrer des jeunes. Oui, mais ils auront toujours le luxe d'avoir les joueurs autonomes qui sont intéressés à se greffer à leur formation. Ça, ce sera toujours le cas. Ils avaient été exemptés aussi du repêchage d'expansion pour le Kraken de Seattle, ce qui était un peu ridicule parce que c'était déjà une excellente formation qui faisait partie de l'élite de la Ligue nationale. Mais bon, les règlements étaient déjà établis ainsi. Fait que j'ai hâte de voir comment Vegas va se débrouiller dans les prochaines années, mais on joue parfois à brûler la chandelle par les deux bouts. On verra si ça va finir par les rattraper. Mais je comprends quand même. Tu implantes une nouvelle formation dans un endroit comme Vegas où est-ce que le divertissement est maître. Tu n'as pas le choix de faire un splash. Si tu veux te créer une base de partisans, si tu ne veux pas passer entre deux cracks, surtout que maintenant, les autres sports s'y intéressent de plus en plus. On voit beaucoup de combats de UFC à Vegas. Fait que ça va être important quand même de rester pertinent dans le marché de la capitale du péché. Le troisième choix, Marty, acquis pour Riley Smith, n'est pas resté bien longtemps du côté des Rangers de New York parce qu'on l'a retransigé à Vancouver pour mettre la main sur Carson Soucy. Ouais, exact. Ben, en fait, je trouve que du côté des Rangers de New York, de Chris Drury, c'est quand même brillant. Tu sais, tu as Riley Smith qui devenait joueur autonome à la fin de la campagne. Tu ne vas nulle part de toute façon du côté des Rangers. Il n'y a pas de problème nécessairement. Tu obtiens justement un Brandon Brisson dans la transaction. Donc, tu sais, c'est possible qu'il se greffe à l'équipe dans les prochaines années ou un Brandon Hartman, quelqu'un comme ça. Là, tu prends le choix de troisième tour et tu t'en vas chercher quelqu'un qui a encore des années de contrat. Carson Soucy, tu l'amènes dans ta formation. Et là, bon, ça, c'est une parenthèse, mais il est ami avec Will Borgen. Donc, ça, au moins, au niveau de la chimie, ça aide. Soucy a levé sa clause de non-échange. Donc, ça, au moins, ça démontre qu'il veut vraiment jouer avec les Rangers. Il est vraiment là pour les bonnes raisons. Et bien, moi, de la façon que je le vois, on a vu la transaction de Brian Lindgren avec l'Avalanche du Colorado. Je pense que c'est assez clair. Tu regardes l'organigramme de la défense chez les Rangers. On a clairement décidé qu'on remplaçait Lindgren par Carson Soucy. Est-ce que ça va être lui qui va jouer avec Adam Fox ou ça va être un K'Andre Miller, par exemple? Moi, je continue à penser que c'est peut-être un petit peu... Tu baisses un peu en calibre. J'aime mieux Rylan Lindgren. Je trouve que c'est un plus grand guerrier. Il bloque plus de tirs. Il couvre mieux au niveau défensif. J'aime bien Soucy également, mais Soucy, je trouve qu'il a peut-être ralenti un petit peu. Soucy, c'est davantage qu'il est super imposant physiquement, capable de brasser devant le filet, mais c'est pas nécessairement quelqu'un... Lindgren n'est pas un grand joueur offensif, mais je trouve qu'il y a quand même plus d'attaque un petit peu qu'un Soucy. Puis je trouve que des autres, tu regardes comment on a bâti cette défense-là chez les Rangers. Je me demande si dans la LNH, on ne va pas commencer à voir ça de plus en plus. Par le fait que actuellement, les équipes utilisent 4 attaquants et un défenseur en avantage numérique. Tu as peut-être moins besoin de défenseurs à caractère offensif qui bougent la rondelle, mais qui ont beaucoup de problèmes défensivement. Là, tu regardes qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Tu as K'Andre Miller, oui, capable de bouger la rondelle, mais c'est pas nécessairement un défenseur de 60 points. Tu as Adam Fox qui occupe cette mission-là. Et tu regardes tous les autres, c'est pas mal des gros bonhommes qui, justement, bloquent des tirs, sont bons défensivement. Je pense à Braden Schneider, je pense à Carson Soucy, à Will Borgen. Zach Jones est un peu plus petit, mais bon, lui, c'est un gars de profondeur. Je trouve ça intéressant, puis ça fait plusieurs années que je me pose la question. Je me demande si les équipes, on va pas commencer de plus en plus à voir ça. Ça va sembler très faible à première vue,
Mais finalement, c'est parce que tu as peut-être moins besoin de défenseurs offensifs, parce que de toute façon, tu en utilises deux en avantage numérique maximum pour la plupart des équipes. Ouais, ça, c'est vrai que la stratégie en avantage numérique a bien changé. Là. C'est assez rare qu'on voit deux défenseurs à la pointe. De façon générale, on va y aller avec 4 attaquants. Pour ce qui est de Carson Soucy, à partir de l'acquisition de Marcus Pettersson, je pense que Marty, le plan était assez clair pour les Canucks de Vancouver qu'on voulait aller dans une autre direction. Et tu l'as dit, il a une autre année de contrat à 3,25 millions. Penses-tu qu'en laissant partir un Soucy, tranquillement, on va faire de la place à un Tom Villander. Peut-être l'année prochaine, on va commencer ce virage-là du côté des Canucks pour faire rentrer leur ancien choix de premier tour? Je pense qu'on n'a pas le choix vraiment. Là. On commence vraiment à avoir du ménage du côté des Canucks. On a acheté des jeunes. Là, Elias Pettersson, le défenseur, lui, il n'est pas mauvais non plus. Ça entre dans la formation, ça aide. Tu as quand même beaucoup d'avenir en défense du côté des Canucks. Donc oui, tu parles d'un Tom Villander. Moi, j'ai toujours pensé que ça lui prenait 2 ans. Pour ceux qui le connaissent moins, c'est peut-être pas un gars super offensif, quoi, qui est capable de bien bouger la rondelle, mais surtout un cerveau en défense. Il est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui couvre bien sa zone. Donc oui, je pense que tu pourrais très bien l'amener à 20 ans. Puis tu sais, à un moment donné, Carson Soucy, tu regardes qu'est-ce qu'on a du côté des Canucks. Tu l'as dit, on a acquis Marcus Pettersson. Tyler Myers est très gros, il est là à long terme. Victor Mancini qui a été ajouté des Rangers, justement, dans la transaction de JT Miller, c'est un gars qui est physique également. Donc, je pense que dans cette optique-là, un gars comme Carson Soucy était moins utile. Oui, tu l'as dit, Carson Soucy a levé sa clause de non-échange pour se joindre aux Rangers de New York. Je ne sais pas s'il a appelé JT Miller pour savoir comment ça se passait avec les Rangers pour justement faire le chemin. On va rester avec les Canucks de Vancouver une petite seconde, Marty. Selon Ken Robinson de The Elite Prospect, les Canucks écouteraient les offres pour Elias Pettersson. Moi, ça ne me surprend pas. Je pense que les Canucks, on a été un petit peu échaudés par toute la saga cette année, puis on aimerait peut-être ça, non seulement tirer le plaster de JT Miller, mais aussi celui d'Elias Pettersson et aller dans une autre direction. Ce qui me surprendrait, par contre, c'est qu'on l'échange d'ici demain. D'après moi, Elias Pettersson s'en va nulle part. Là. Moi, je serais extrêmement surpris. Ou du moins, là, s'il est échangé, si on commence à entendre des rumeurs comme quoi on se prépare à échanger Elias Pettersson, sortez le popcorn, parce que c'est pas... moi, je pense qu'il serait obtenu avec le salaire qu'il commande, 11,6 millions de dollars par saison. Tu peux pas ajouter n'importe qui. T'entres du salaire, premièrement, si tu fais cette transaction-là à la date limite, c'est que tu penses que ce gars-là peut t'aider pour les séries. Il faut que tu sortes quelqu'un. Il faut que tu pas nécessairement, Marty. Tu n'es pas obligé. On parle beaucoup d'une transaction que le Canadien, pour aller chercher son joueur de centre, mettons les Sharks ou les Blackhawks ou peu importe, une équipe qui pense qu'Elias Pettersson, il est encore sous contrat ad vitam aeternam. Tu n'es pas obligé d'avoir nécessairement une équipe qui est aspirante à la Coupe. Là. Ouais, mais pour faire là l'été dans ce cas-là, je pense que ça devient un peu plus. Ça devient un peu mieux où tu es moins limité au niveau des salaires. Tu as des joueurs qui partent sur le marché des joueurs autonomes, tu as plus de place. Là, tu peux garder peut-être. Là, tu peux peut-être. C'est plus facile d'entrer Elias Pettersson. C'est pas pour rien que ces transactions-là arrivent souvent l'été. Je peux t'en nommer plein. Là. Jack Eichel avec les Golden Knights, peut-être plus tard à cause de sa blessure, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, on n'est pas menotté avec le fait que la date limite est demain. Donc, je serais vraiment surpris à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, quand tu regardes ce qui se passe avec les Canucks, là, on parlait de Carson Soucy qu'on échange, je regarde un peu comment la formation est bâtie. Oui, on a des bons jeunes. Oui, on a Villander. Oui, on a Jonathan Lekemarki, qui est un excellent marqueur pour lequel je vois une très belle carrière dans la LNH. Mais là, à un moment donné, si tu échanges Elias Pettersson, tu as échangé JT Miller, Brock Besser, tout indique qu'il va partir des Canucks de Vancouver. Je suis désolé, mais outre Quinn Hughes, tu n'as pratiquement plus rien dans cette équipe-là. Tu dois te battre contre les Oilers d'Edmonton, contre les Kings de Los Angeles, les Golden Knights de Vegas. Je suis désolé, mais ça veut dire que le plan des Canucks, je n'inclus pas simplement Patrick Allvin, mais ça a déraillé, ça n'a pas marché. Moi, ça me fait penser à Corey Schneider et Roberto Luongo il y a plusieurs années, qu'on avait un problème un peu devant le filet. Finalement, on a échangé les deux et l'équipe a piqué du nez. Ça ressemble beaucoup à la même chose. Si tu échanges Elias Pettersson, premièrement, les équipes vont te voir venir. Il n'est pas nécessairement heureux. Tu envoies un peu le message qu'il ne fait plus partie de ton équipe, de tes plans. Je pense que tu l'échangerais peut-être un petit peu à perte, à moins d'être chanceux de trouver un autre mécontent qui a à peu près le même salaire. Mais je trouve que c'est complètement désastreux. Là, on avait quelque chose de prometteur il y a environ 5 ans chez les Canucks. Puis tout s'est écroulé comme un château de cartes. Ouais, puis tu sais, je rajouterais même à ça, Marty, qu'on ait échangé JT Miller à perte.
Ça, c'est un. Deux, si on revient au début de la saison, là, moi, tu me dis Besser, Miller, Peterson, Quinn Hughes, Thatcher, Demko. Écoute, c'est une formation qui avait des chances légitimes d'aspirer à la Coupe Stanley. Et quelques mois plus tard, on gaspille. Et là, à travers tout ça, tu as Quinn Hughes qui a une saison digne d'un gagnant du Trophée Hart. On gaspille tout ça. On s'en va dans une drôle de direction. Vraiment, c'est une catastrophe sur toute la ligne là, pour les Canucks de Vancouver. Et je le précise au passage, Elias Pettersson, avec son nouveau contrat de 8 ans à 11,6 millions, qui en est à sa première année, a une clause de non-mouvement complète qui va s'enclencher à partir du 1er juillet. Donc, si tu veux l'échanger où bon te semble, tu dois le faire d'ici au 30 juin. Ce qui rappelle un petit peu la situation de Piquet-Souban à l'époque avec le Canadien. Le Canadien voulait l'échanger. Ils l'ont échangé dans les heures avant que sa clause s'enclenche. Fait que j'ai hâte de voir si c'est ça qui va arriver pour Elias Pettersson. Oui, comme plusieurs l'écrivent sur la messagerie texte, pas impossible que ce soit au repêchage que Pettersson soit transigé. On verra ce qui va arriver, mais dans tous les cas, là, les Canucks de Vancouver, c'est sincèrement un fiasco sur toute la ligne cette saison. Ils ont vraiment sous-performé. Et malgré tout ça, de la façon qu'on parle, ils peuvent encore faire les séries. Surprendrait, là, mais ils sont encore dans la course. Parlant de fiasco, Marty, Ryan Reeves au balotage par les Maple Leafs de Toronto avec son contrat à 1,35 million qui est encore en effet l'année prochaine. Ça, en partant, là, dès la signature, là, on s'en était parlé. C'était une très mauvaise idée. Là. C'était une très mauvaise idée. Tu sais, rappelle-toi à l'époque, le Wild du Minnesota qui avait Ryan Reeves lorsqu'il est devenu joueur autonome sans compensation, voulait lui donner 2 ans, puis a choisi les Maple Leafs parce qu'il lui donnait 3 ans. Puis là, Wild avait dit, c'est hors de question qu'on donne 3 ans, on sait qu'il va être au bout du rouleau, qu'il n'avancera pas. Ben là, il est à 1 an. Il reste encore une année de contrat jusqu'en 2026. Et ben, on le voit en ce moment, 2 points, 35 matchs, et tu le vois patiner, il est 2 fois plus lent que tout le monde. Il est plus capable, tu sais, il est très physique, mais il n'est pas capable d'être physique parce qu'il arrive en retard sur le jeu. Le défenseur va déjà être parti au moment où il arrive. Donc là, à ce moment-là, le seul avantage vraiment de Ryan Reeves, c'est d'être en mesure de se battre. Mais là, à un moment donné, tu dois être en mesure d'apporter plus que ça. C'est pas simplement ça. Donc ça, tu l'as bien mentionné. Je comprends qu'il est bon dans le vestiaire. Je comprends que c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'énergie, tout ça. Mais c'est ça, c'était une mauvaise signature. C'était vraiment une mauvaise idée. À 38 ans en plus, je pense que c'était assez prévisible qu'il n'allait pas connaître le hockey qu'il a présenté lorsqu'il était avec les Blues de Saint-Louis ou les Golden Knights de Vegas. Donc, j'ai hâte de voir par contre. Je pense qu'une équipe pourrait être tentée de l'ajouter parce que justement, il y a le côté robuste et pour la présence dans le vestiaire. Mais c'est ça, c'était un peu prévisible. Marty, la présence dans le vestiaire, moi, tu vois, je trouve que c'est un négatif. Il est constamment en train de se pavaner devant les médias en disant des grandes phrases que s'il m'avait affronté, j'aurais montré, puis tu vas voir que... Moi, je trouve que ça devient une distraction, Ryan Reeves, avec les Maple Leafs de Toronto. Puis comme tu l'as dit, il est trop lent. Il n'est même plus capable d'avoir un impact sur le jeu. À chaque fois qu'il est sur la patinoire, c'est une aventure. C'est comme si tu jouais en désavantage numérique. Et il n'est pas capable de rejeter la rondelle en fond de territoire et d'aller effectuer de l'échec avant. C'est un échec sur toute la ligne, honnêtement, du côté des Leafs. Mais là, question timing, de le placer au balotage aujourd'hui, la veille de la date limite, est-ce que c'est parce qu'on essaye de se trouver un peu plus de salaire pour effectuer une transaction chez Brad Treliving? Moi, je pense que c'est vraiment directement relié à ça. Au niveau de la formation, je pense pas que ça change grand-chose. Tu regardes comment ils bâtissent les Maple Leafs de Toronto, c'est pas parce que tu perds Ryan Reeves que ça affecte l'équipe. Mais au niveau du salaire, c'est 1,350 millions de dollars par année qui se retrouve dans la Ligue américaine. Tu peux le réduire d'environ 1,1 million, là, grosso modo. Ça te fait de l'espace. Puis là, tu entends les Maple Leafs comme quoi ils seraient dans les rumeurs pour plusieurs joueurs de centre. On entend parler de Brock Nelson. On entend parler de Scott Laughton, de Ryan O'Reilly, mais surtout Laughton. Tu sais, je te parlais de son contrat qui est quand même abordable à 3 millions par année. Il reste encore une autre année de contrat jusqu'en 2026. Moi, je me demande, puis on entend trop de rumeurs, surtout du côté du Canada anglais à Toronto, du côté de TSN et tout ça. On entend trop de rumeurs comme quoi les Maple Leafs vont bouger, qui seraient à la recherche d'un centre et d'un défenseur. Et moi, je pense que le fait de donner Ryan Reeves, et je le répète, leur 4e trio, est correct. Là. C'est pas Ryan Reeves qui change quelque chose. T'as Steven Lawrence, t'as Carly Hancock et même comme 13e attaquant, t'as Connor Dewar. Donc, c'est pas un problème. Moi, je pense vraiment que c'est dû à ça. C'est qu'on se donne de la marge de manœuvre. Puis si on n'est pas capable de réaliser une transaction, moi, je pense que Reeves pourrait rester avec les Maple Leafs. Tu pourrais le garder comme
14e attaquant, mais je suis pas mal certain qu'on va bouger chez les Leafs. Ouais, en tout cas, ben, écoute, moi, ce n'est pas la solution à court terme, à moyen terme ou à long terme avec Toronto ou avec quelqu'un d'autre, Ryan Reeves. Ça, je pense que c'est bien clair. Marty, je vais faire un petit retour en arrière juste parce que on a un petit peu de précision dans le cas de Jake Wallman, selon Frank Cervelli. C'est des contraintes d'alignement pour la formation de ce soir qui font en sorte qu'on n'a pas encore les détails. Donc oui, Edmonton va bel et bien acquérir Jake Wallman, mais pour l'instant, on ne peut pas compléter la transaction, donc on ne peut pas l'annoncer. Donc, à surveiller pour la suite des choses. On verra si ça va tomber d'ici la fin de notre podcast. Mais une chose est certaine, quand on va se relever demain, Jake Wallman sera un membre des Oilers. On saura peut-être à ce moment-là quel sera le retour. Il y a eu d'autres transactions qui ont été effectuées aujourd'hui, notamment Nico Sturm, qui prend la direction de la Floride avec un choix de 7e tour contre un choix de 4e tour. Je trouve ça intéressant quand même, Nico Sturm, parce que, est-ce que Mike Grier sur speed dial, après avoir transigé il n'y a pas si longtemps pour Vitek Vanecek? 2, c'est un joueur qui peut être intéressant en série. Gros bonhomme, assez polyvalent, capable de frapper, capable de marquer des buts. Il devrait remplir un rôle intéressant, Marty. Là. Ouais, puis tu sais, du côté des Panthers, si on parle de profondeur, on parle d'ajouter des gars au sein d'un troisième, d'un quatrième trio. Je trouve que Nico Sturm, pour lui, ça va être un quatrième trio, là, parce qu'à un moment donné, Anton Lundell est là. Ça devient un gars qui est super intéressant. Puis quand tu parles d'avoir des spécialistes sur des quatrièmes trios ou comme 13e, 14e attaquant, c'est vraiment le gars parfait. Parce que Sturm, tu l'as mentionné, est gros et robuste, mais il a une extraordinaire coup de patin. C'est l'un des attaquants qui a vraiment une belle vitesse en ligne droite, capable d'amener la rondelle, de déborder les défenseurs, de protéger la rondelle et d'amener ça au gardien de but. Ça, c'est parfait. Et deuxièmement, il est très, très bon au cercle des mises au jeu. Et c'est intéressant parce qu'on a Thomas Chnochek qui se débrouille quand même un peu à ce niveau-là, mais d'avoir deux options, si tu te retrouves en séries éliminatoires, que par exemple, tu es en finale de l'Est et que tu as besoin d'une grosse mise au jeu, d'avoir ces deux gars-là dans des situations intéressantes pour aller gagner des mises au jeu, simplement pour ça, je trouve que c'est parfait. Tu vois que les Panthers sont en mission. On va aller chercher une deuxième Coupe Stanley tout de suite. Et je pense que c'est avec des gars comme ça que ça va aider. Là. Non, j'aime vraiment beaucoup cette. Puis ça n'a pas coûté grand-chose. J'aime vraiment beaucoup cette transaction-là d'aller chercher un Nico Sturm. Oui, non, c'est vrai que ça n'a pas coûté grand-chose. Je te dirais même qu'ils ont réussi à gratter un choix de 7e ronde. C'est quasiment surprenant. Là. Ça démontre qu'il n'y avait pas un si gros marché. Alors qu'il y a quand même des défenseurs se font transiger à gros prix. Un peu comme Nico Sturm, seulement pour un choix de 4e tour. Je trouve que c'est un pari intéressant de la part de Bill Zito. Ce n'est pas la seule transaction qu'il a effectuée aujourd'hui. Assez mineure, mais quand même. Chris Driedger contre Capo Kakkonen. On avait laissé partir Spencer Knight, on s'en souvient dans la transaction Seth Jones. Hier, on a mis la main sur Vitek Vanecek. Et là, cette fois-ci, on flippe les gardiens de but. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça à dire, Marty? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe, que tu penses que c'est pertinent d'amener à la conversation? Ben, c'est surtout que ça coûte à peu près rien. On a parlé des statistiques de Chris Driedger hier. C'est quelqu'un qui a un taux d'efficacité quand même épouvantable dans la Ligue américaine. On était probablement, en fait, certainement pas à l'aise d'avoir un Chris Driedger si tu as une blessure à Sergei Bobrovsky ou à Vitek Vanecek. Puis là, ben, c'est 1 contre 1. Honnêtement, ça ne coûte rien. Donc, pourquoi tu ne t'ajoutes pas un Capo Kakkonen qui a déjà eu un rôle de gardien numéro 1 dans la LNH? Je comprends que ça fait longtemps. Je comprends que ça n'a pas bien tourné nécessairement la transaction du Wild avec les Sharks de San Jose. Mais là, tu l'envoies dans la Ligue américaine. Je pense que ça ne coûte absolument rien. Il va s'en aller du côté de Charlotte. Il va jouer avec l'équipe de la Ligue américaine. Puis ben, ça coûte rien. Donc, je pense que tu fais simplement ajouter de la profondeur au cas où s'il arrive quelque chose. Tanné de courir après votre argent ou encore après des remplaçants. L'application League2Go va s'occuper de tout ça et vous allez pouvoir vous concentrer sur le jeu League2Go. Marty, demain, on aura une très grosse journée. Ce sera la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. On va refaire le même exercice qu'on a fait tout au long de la semaine, encore une fois en direct à 19h30 sur cette plateforme, sur le BPM Sport ou encore sur celui de la Commission athlétique. J'espère que vous appréciez à la maison. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire soit le pouce sur YouTube ou encore à laisser un commentaire. Nous, ça nous permet, d'après ça, de montrer ça à nos patrons puis de dire, regardez, ça vaut la peine de refaire l'exercice l'année prochaine. Donc, si vous avez apprécié ce qu'on a fait avec vous à chaque soir depuis lundi, ben, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Bon match face aux Oilers d'Edmonton. On espère que le Canadien sera en mesure de revenir au plus fort de la course. Et Marty, j'ai hâte de te reparler demain
lorsque les transactions seront officiellement complétées. Et d'après moi, on va en avoir pas mal à dire. Mais on va écouter le match contre les Oilers, on va se coucher tôt, puis on va être en forme pour demain. Là. C'est ce genre de journée-là que j'aime là, énormément. T'es chez vous, tu regardes un peu les différentes rumeurs, il se passe n'importe quoi, il peut tellement y avoir toutes sortes de choses, c'est génial. Oui, c'est pour ça que c'est le fun. Tu peux pas être un amateur de sport et ne pas aimer une date limite des transactions. Prenez soin de vous à la maison et on se donne rendez-vous demain pour une autre édition de Radar, une édition spéciale, date limite des transactions. Salut tout le monde, prenez soin de vous, bonne fin de journée. Bye bye.